Merci d'être aussi nombreux à vous intéresser à ce parc, parce que jusque-là, on le connaissait très peu. Ce qui a décidé l'intervention que le CRAF a menée, c'est finalement la méconnaissance de l'histoire de ce parc et de ce château, qui est pourtant très connu, qui est visité depuis très longtemps, qui est classé monument historique, qui fait vraiment partie du patrimoine important du département et de la région, et qui, en réalité, n'a pas été du tout l'objet de recherche. Il n'y a pas de publication, il n'y a pas de support scientifique, il n'y a pas de relevé. Donc voilà. Et il se trouve que notre association, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui existe depuis les années 50, sans aucune interruption, qui a fait un gros travail d'implication régionale, a son siège social, sa maison, à exactement 55 mètres et 30 cm peut-être du parc. Mais on n'avait jamais passé, enfin si, on se connaissait bien sûr avec la famille propriétaire, mais on n'avait jamais eu à passer la porte pour aller y travailler. Voilà. Alors c'est un sujet tout à fait passionnant parce que nous nous trouvons dans un endroit très privilégié du point de vue patrimonial, avec une famille qui est présente sans aucune interruption depuis le XIe siècle au moins. On en a des textes. Et en plus, les archives seigneuriales ont été en grande partie conservées, et elles sont toujours en archives privées, puisque la famille est toujours là. Ce sont ses archives personnelles, ses dossiers, comme nous les avons tous à la maison, sauf que là, ce sont des dossiers qui traversent quelques centaines d'années. Les pièces les plus anciennes sont du XIIe ou du XIIIe siècle. Et il y a très peu de temps, ça a été inventorié dans d'excellentes conditions scientifiques par un membre de la Société pontoise, qui est José Gilles, qui en a fait donc l'inventaire, mais aussi un certain nombre de transcriptions, et qui a publié pour la partie Guiry assez récemment un très long article sur lequel j'ai passé quelques heures de lecture passionnante, qui nous révèle un peu l'histoire de ce lieu, Guiry, qui n'est pas placé n'importe où, et ça explique assez bien à la fois la pérennité de cette famille propriétaire et aussi la pérennité du site. Guiry en Vexin, probablement tout le monde sait où c'est. Hein. Malheureusement, alors la toute première image de la conférence ne veut pas passer. Voilà, c'est un format de fichier que l'ordinateur refuse absolument. Donc c'était celle de la carte de Cassinet qui vous plantait le décor, qui vous montrait où c'était. Alors c'était intéressant parce qu'en même temps on voyait tous les villages qui étaient autour et ça dessine d'une certaine façon la cartographie de la seigneurie de Guiry au Moyen-Âge. La chance de ce lieu, c'est d'être bien sûr traversé aujourd'hui par la Nationale 14, auparavant par une route royale, qui est en fait une voie romaine majeure, puisque c'est la voie Paris-Rouen. Donc on est sur un grand axe économique, un grand axe de circulation, et évidemment, la seigneurie en question a le droit, qui est une seigneurie très ancienne, et on va en reparler, elle a notamment le droit de taxe sur toutes les marchandises qui traversent la seigneurie, et donc qui passent par la voie royale. C'est une occasion financière intéressante. En termes économiques, ça a des retombées. Cette famille et ce lieu sont suivis grâce donc à ce travail récent sur les archives seigneuriales. On les suit depuis le Moyen-Âge, on peut suivre à peu près l'essentiel de la généalogie de cette famille, on voit à peu près comment Guiry s'est progressivement construit. On a la mention au XIe siècle d'une église, ça veut dire qu'il y en avait une. Aujourd'hui, les parties les plus anciennes de l'église de Guiry sont du XIIIe, et puis il y a eu une grande reconstruction, enfin une grande reprise très importante au XVIe siècle, mais on est bien sur une paroisse ancienne. Il y a eu un lieu seigneurial qu'on a du mal à qualifier, mais il y a eu une résidence
médiéval, probablement un peu fortifié, probablement pas un château fort au sens juridique médiéval du terme. Aujourd'hui, on utilise le mot château fort un peu à tort et à travers. Chaque fois que vous voyez un bâtiment avec 3 tours et une tour un peu plus grosse, on se dit, bon, ça c'est un donjon, on dit château fort. En réalité, sous l'Ancien Régime, le mot donjon n'est pas utilisé du tout de la même façon, et le mot château non plus. Quand on voit marqué châtel, chastel, ça veut dire qu'on est sur une place importante qui a une envergure politique et économique importante. Alors qu'aujourd'hui, la moindre ferme fortifiée, vous avez tendance à l'appeler château fort. En l'occurrence, le terme châtel, on le voit apparaître très tard, d'ailleurs on le voit apparaître avec la construction du château actuel, dans un cadre politique très différent, c'est celui de l'Ancien Régime, et les mêmes règles ne s'appliquent plus. Mais cette seigneurie est en place, il y a une résidence, il y a des bâtiments, il y a donc un logis, il y a des fossés, il y a etc. Tout ce qui constitue la nécessité d'un habitat aristocratique, mais aussi d'une vie économique importante, puisque cette seigneurie se trouve à la tête de toute une série de possessions et de quelques communes autour. Dans les principales possessions, il y a notamment le Perchet qui revient régulièrement, qui est une grosse partie du patrimoine seigneurial. Il y a Comny, il y a Gouzangret, il y a Gadancourt, il y a etc. Curieusement, on ne voit jamais le mot Ouidy Joli Village, qui est pourtant le village d'à côté. Ça veut dire que ça ne fait pas partie de ce patrimoine. Alors dans ce patrimoine assez regroupé finalement, d'une génération à l'autre, au gré des successions, il est divisé entre les différents enfants. Il part avec les dots des filles qui, en général, épousent des enfants des familles d'à côté, des familles de la région. C'est vraiment une famille implantée régionalement, localement, qui est plutôt tournée vers la Normandie et très longtemps, très peu vers l'univers parisien, vers la cour. Et puis, on arrive, la guerre de Cent Ans porte un coup extrêmement dur à la région. Pour tout le secteur souffre beaucoup. Et on a quelques textes qui disent que la seigneurie de Guiry est extrêmement mal en point au sortir de la guerre de Cent Ans. Donc en réalité, il ne doit plus y avoir grand monde. Une bonne partie des habitants du village, de ce qu'on appelle dans les textes la bourgeoisie de Guiry, a dû partir. Donc il va y avoir un redémarrage. On constate qu'il y a des reconstructions de bâtiments dont on entend parler dans les textes. Alors tout ça, ça reste très virtuel, parce que tout ça, on ne sait pas où c'est. On sait que c'est dans Guiry, mais on ne sait pas où. Je suis incapable de dire à quel endroit se trouve le logis seigneurial médiéval, à quel endroit se trouve... Alors, l'église, on s'en doute. L'église en question, la première église, est probablement sous l'actuelle. Mais pour ce qui est des logis seigneuriales, c'est beaucoup plus compliqué. On a tout un tas d'indicateurs. On a la mention des fermes. Certaines d'entre elles sont encore là. Elles se sont transformées, mais la position a dû rester. En revanche, du côté du logis seigneurial, c'est beaucoup moins clair. Ça devient clair au XVIIe siècle, au moment où, pour la première fois, semble-t-il, dans l'histoire de cette famille, un Guiry a des liens très étroits avec la cour. Il y a une ouverture sur le monde, pas encore versaillais, mais parisien, sous Charles X, un André de Guiry, qui fait partie de l'entourage royal, et c'est probablement son fils, André II, qui sera l'auteur de la reconstruction du château et qui donnera naissance à ce château que vous voyez ici. Alors, là, je vous mets cette image qui est, évidemment, vous avez reconnu un extrait du cadastre napoléonien, début 19e, qui nous montre une situation où la Révolution étant passée par là, une partie de la situation médiévale a disparu, mais le château est toujours là, évidemment, puisqu'il est encore là aujourd'hui. Le château, c'est lui, ici. On ne tient pas compte de ces ailes qui n'existaient pas au départ, qui ont été rajoutées puis qui ont été enlevées. Elles ont redisparu, ces deux-là. Ces communs-là existent toujours, et ces communs-là aussi. Et l'envergure du parc d'aujourd'hui, c'est la partie, si vous le voyez du fond, qui est surlignée en jaune, c'est tout ceci. Alors le parc lui-même s'arrête là, et puis ça, là on est toujours dans la propriété.
ici dans une zone qui cette fois est cultivée et qui l'est depuis très longtemps. Mais ce qui est très intéressant, c'est que se trouve ici sous ma souris un bâtiment qu'on appelle le Cabin et qui est une petite résidence chevaleresque, au moins de la Renaissance. Je comptais en parler, il faisait partie du sujet de la conférence et en réalité il fera plutôt le sujet de peut-être une conférence suivante, tout simplement parce que rien qu'avec le parc, je me suis aperçu que j'occupais votre après-midi déjà assez abondamment, donc vous allez l'entreapercevoir, mais sachez qu'on est aussi en train de travailler dessus. Il y a ici ce bâtiment qui est un logis aristocratique, en très 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 mauvais état. C'est une ruine très avancée, mais qui parle encore beaucoup, qui n'a jamais été étudiée non plus. Pas de publication, pas de support, pas de description archéologique, quasiment pas de photos. Donc là, on fait un travail de sauvegarde. Et quand on regarde les textes et le travail qu'a fait José Gilles, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est une seigneurie différente qui, au Moyen-Âge, s'appelle le Perchet en Valais. Alors, ils ont deux seigneuries, le Perchet. Le Perchet en Plaine, qui est la commune du Perchet actuel, et le Perchet en Valais, qui est ici, qu'on appelle vulgairement le Cabin. Et en fait, ce qu'on pourrait prendre pour un petit bâtiment pas très important est à la tête d'une seigneurie très importante, avec des fiefs et des arrière-fiefs, et qui en fait est tourné, autant vous voyez, le Guiry est tourné plutôt vers le plateau, vers Cléry, autant le Cabin est tourné vers Gadancourt, etc., dans toute la zone qui est plutôt par là. Alors, à certaines périodes, le Perchet en Valais appartient au Guiry. À d'autres périodes, au gré des successions, ça sort du patrimoine, et puis ça y revient par de nouveaux mariages. Donc, on est dans l'univers de Guiry. Aujourd'hui, ça fait partie du même monde. Et eh bien, on en parlera une fois suivante, d'autant plus que notre travail dessus n'est pas terminé. Mais on s'aperçoit qu'on a probablement affaire à un bâtiment de la fin du Moyen-Âge, qui répond à toutes les exigences de la vie aristocratique, c'est-à-dire qu'il y a une chapelle à l'intérieur, il y a une salle de réception, il y a une chambre, il y a des caves, les éléments qu'on s'attend à trouver dans un bâtiment de ce type-là sont présents. Voilà. Alors, petite photo, je suis sûr que tout le monde connaît déjà, vous avez peut-être même visiter, puisque c'est ouvert assez fréquemment au public. Le bâtiment qui est là, grâce à ces archives qu'on a regardées, on a de très fortes présomptions pour penser que c'est construit sur des plans de François Mansart, le chantier étant surveillé par l'un des membres de sa famille, qui s'appelle... il y a plusieurs... C'est pas Jules Hardouin, c'est le cousin de Jules Hardouin. Où est-ce qu'il est? Vous le savez. Pierre de Lille. Pierre de Lille Mansart. Voilà. Et on a aussi des présomptions sur l'auteur du tracé du parc, parce que les Guiry, à ce moment-là, font partie de l'entourage royal, ils exercent des charges à la cour et des charges militaires pour le roi. Aller à ce moment-là faire travailler l'architecte, le cabinet d'architectes qui travaille pour le roi et pour les grands princes, c'est probablement aussi être en contact avec les jardiniers qui travaillent avec les mêmes architectes. Vous avez deviné de qui je vais parler, le nôtre évidemment, et on a effectivement quelques traces de contact entre le nôtre et Guiry en Vexin. Même si toutes ces archives ne sont pas bien préservées, on a quand même de fortes présomptions. Alors, ce qui a été créé, c'est probablement vers 1600, dans les années 1660-66, le bâtiment semble, d'après les textes, à peu près terminé. En tout cas, c'est le moment où on a un changement d'appellation entre l'ancien logis seigneurial dans lequel habite la famille, et puis d'un seul coup, dans ces années-là, on voit le terme qui change, et on entend parler d'un bâtiment neuf, et puis on voit apparaître le mot Chastel, le seigneur de Guiry qui réside dans son Chastel. C'est probablement le moment de la mutation entre l'ancien site
seigneurial, qui doit rester encore debout un certain temps, on a des traces par les textes, et puis le nouveau château, flambant neuf, est inauguré. La construction a probablement duré 10-15 ans, hein. C'est quand même relativement long à construire parce que c'est une construction de très très haute qualité. Souvent, les archéologues le savent, hein, quand on fouille des bâtiments d'époque moderne, même très prestigieux, dès qu'on gratte un peu les crépits, on s'aperçoit que derrière ce qui a l'air très très joli pour les visiteurs, on peut avoir une architecture et une maçonnerie de très très mauvaise qualité. Faites très vite, mais il faut que c'est du décor théâtre, il faut que ça soit beau. Là, en l'occurrence, non seulement c'est beau, mais en plus, à l'intérieur, la qualité d'exécution et le choix de la pierre est de très bonne qualité. Donc on est sur un bâtiment extrêmement qualitatif. Le parc maintenant, parce que c'est quand même vaguement le sujet de la conférence. La chance veut, alors il y a à la fois la volonté d'une famille de conserver et d'entretenir, ce qui a été fait à toutes les générations, mais c'est aussi les hasards de l'histoire. C'est peut-être aussi parce que le tracé d'origine était très bien fait, avec goût, correspondait à quelque chose d'important, ce qui fait qu'il n'a jamais été remis en cause. Alors ce que ce parc a perdu, c'est sa décoration. Il a perdu ses végétaux, il a perdu probablement des sujets sculptés, etc., de l'ornementation, il a perdu ses bassins, mais sa structure architecturale est en place. Ce qui fait que, alors bien sûr, c'est relativement simple. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le tapis vert, qu'on voit apparaître dans les textes sous la forme pelouse, avec des avenues. Ici, les avenues, c'est ça, hein, c'est encore le terme aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Une avenue en ville, c'est une rue bordée d'arbres. Le terme n'a pas changé. Et puis, il y a quelques bassins qui sont cités dans les textes, mais curieusement, autant on a quand même de l'information sur le bâtiment, sur le logis lui-même, autant on en a très très peu sur le parc. Et pourtant, ce parc fait partie de la conception architecturale, il représente une part importante du budget d'exécution de l'ensemble, et j'ai toutes sortes de raisons de penser que tout ça a été conçu en même temps. C'est le même projet global, on a créé en même temps le parc et le logis. C'est une création coordonnée, et pas seulement d'ailleurs, parce que l'allée cavalière qui est derrière le photographe, hein, plus exactement derrière le drone, hein, parce qu'on est un peu en altitude, toute l'allée cavalière fait partie de cette conception, et même le village lui-même s'organise autour de tout ça. Donc on a une conception globale qui est visiblement du milieu du XVIIe siècle et qui a été strictement appliquée et qui est conservée aujourd'hui. Ça, c'est une espèce de petit miracle, c'est d'avoir à la fois un ensemble très très homogène et d'excellente qualité pour l'époque. Alors on va suivre l'eau. Très intéressant qu'on travaille sur un parc, parce que l'eau est sur un parc à bassin, bien sûr. Si on veut comprendre le parc, il faut absolument savoir où sont les bassins et surtout comment ils sont alimentés, d'où vient l'eau. Donc on a cherché l'eau. Alors, vous allez revoir cette image plusieurs fois, elle va rythmer les différentes parties du sujet. Au fur et à mesure qu'on va se déplacer, je vais la ressortir et ça va me permettre de vous montrer où on est. Il y a, comme vous le voyez, deux principales sources d'approvisionnement qui sont des sources naturelles, qui sont là depuis probablement très longtemps. Une première qui est ici, qui est la source Saint-Romain, à l'entrée de Widy-Joli Village, qui débite pas mal, sur laquelle on a beaucoup d'informations, et sur lequel se trouvait un moulin qui dépendait de Widy. Et à partir de cette source, il y a aujourd'hui deux tracés qui en viennent. L'un qu'on appelle l'Aubette, ici, et l'autre qu'on appelle le faux rue de Guiry. Alors quand on va sur place, on s'aperçoit qu'il y a un petit problème du côté de la terminologie. Pourquoi ? Parce que l'Aubette est surélevée et le faux rue est au fond du vallon. C'est-à-dire que c'est le faux rue qui est dans la position géologique normale pour une rivière qui collecte l'eau de l'ensemble d'un vallon. Probablement, il y a eu un glissement des termes, et le ruisseau, la petite rivière originelle, c'est probablement celle-ci.
Et ceci, c'est probablement un canal, une dérivation, un bief, dont le rôle est d'alimenter le moulin de Guiry qui se trouve là. Alors, aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, il y a toujours un moulin, il est du XIXe siècle, mais on a des traces dans les textes du moulin de Guiry depuis le Moyen-Âge. C'était le moulin banal. La seigneurie avait un four banal, c'est-à-dire un four où tout le monde était obligé d'aller cuire son pain. Il avait un moulin banal, tout le monde était obligé d'aller moudre sa farine. Eh bien, le moulin banal de Guiry était là. Ce n'est pas le même bâtiment, mais il est à la même place, ou peut-être 20 mètres à côté, mais il est là. Et pour l'alimenter, bien sûr, il a fallu probablement détourner l'eau, et je suis convaincu que ce tracé-là, c'est en fait un bief, donc un tracé artificiel, qui ponctionne de l'eau à la source de Willy pour l'emmener directement au moulin. Ensuite, on a un deuxième tracé ici, qui vient de ce qu'on appelle le bois de Morval. Le bois de Morval d'aujourd'hui apparaît déjà dans les textes médiévaux sous le nom bois de Morval. Et il appartient, ou Guiry fait vraiment partie de la propriété. On y trouve d'ailleurs également des carrières. Et les Guiry étaient également propriétaires des carrières en question. Et d'ailleurs, à peu près au moment où le logis actuel, le château actuel a été construit, donc on est au XVIIe siècle, on voit dans les textes, je crois que c'est un texte de succession, que le seigneur de Guiry exclut de la succession quelques éléments, dont les carrières de Guiry, dont il se réserve l'utilisation pour des constructions, pour ses propres constructions, s'il en a besoin. On comprend pourquoi, parce qu'effectivement, apparemment, peu de temps après, le château est construit. Il est construit en partie avec la pierre de Guiry, ce qui est évidemment une énorme économie de chantier, parce que la pierre coûte cher. En plus, il faut la transporter. Là, on n'est pas loin, on est en hauteur, donc la pierre, elle va descendre directement. Ça explique beaucoup de choses. On va retrouver d'ailleurs cette pierre de Guiry dans le parc tout à l'heure. Et ensuite, aujourd'hui, il y a un tracé ici de contournement qui arrive sur l'extérieur du village, et puis juste à côté du CRAF, parce que nous avons notre maison juste sous la souris, là, eh bien, les deux tracés se rencontrent et n'en font plus qu'un seul. Et c'est le tracé qui va traverser tout le parc et partir vers Gadancourt. La position du château, la position de Guiry, de toute façon, s'explique par la présence de l'eau. Pas d'eau, pas de village. Et aujourd'hui, bien sûr, ce tracé très rectiligne, c'est un tracé canalisé, c'est un tracé retaillé par l'homme, mais c'est probablement la rectification d'une rivière qui, de toute façon, occupait le fond du vallon et coulait ici. Alors, nous avons très très peu de documents graphiques anciens. On a une seule carte, un seul plan ancien, à part le cadastre napoléonien que vous avez vu tout à l'heure, on a un plan ancien, plus ancien que la Révolution française, qui nous montre la topographie de Guiry. Et c'est ça. Ça, c'est alors un tout petit détail, fortement agrandi, parce que sur l'original, c'est un format timbre-poste. C'est ce qu'on appelle l'atlas de Truden, qui a été réalisé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc ça a commencé sous Louis XV et ça s'est fini sous Louis XVI. Et c'est la première grande carte routière française, sortie par des topographes sous forme de planches qui couvrent des régions, des surfaces très importantes. Et alors, comme c'est une carte routière, c'est d'abord une description des routes. Guiry étant sur la voie Paris-Rouen, donc sur l'une des voies majeures du royaume, bien sûr, Guiry est concerné. Mais les topographes de l'époque, ceux qui ont dessiné cette carte, qui est en plus très jolie, ont eu la bonne idée de mettre de part et d'autre des voies principales des petits dessins qui montrent la topographie de tous les villages traversés. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le dessin des maisons du village, là vous avez un tout petit extrait, mais la loi est valable pour tout le reste du dessin, croyez-moi. Quand vous regardez le tracé des rues et la position des maisons, et que vous comparez au village d'aujourd'hui, vous apercevez qu'une partie, d'abord les rues sont les mêmes,
Et une partie des maisons sont toujours là. Donc c'est relativement crédible. Effectivement, c'est un travail de topographe. Ce n'est pas un travail d'artiste. L'atlas est un travail de topographe. Donc c'est des gens qui mesurent, qui dessinent et qui représentent de façon codifiée ce qu'ils ont observé, comme les arpenteurs géomètres d'aujourd'hui. Et ils ont eu le bon goût d'intégrer dans le dessin le tracé du parc. Alors, comme ça a l'air valable sur la partie village, c'est vrai qu'on est tenté de se dire que c'est peut-être valable aussi sur la partie château. Et qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Alors d'abord, on reconnaît le château. Je l'ai surligné en blanc pour qu'on le voit bien. Il a à cette époque-là des ailes qu'on sait avoir été rajoutées au XVIIIe siècle et qui ont ensuite été redémontées. Elles n'existaient pas au départ, elles n'existent plus aujourd'hui, mais elles font partie de la réalité au moment où cet atlas fin XVIIIe donc, est réalisé. Et ça nous montre ici ce que vous avez reconnu tout à l'heure. Ça, en fait, c'est le tapis vert, la grande pelouse sans rien dedans. C'est le seul dessin qui nous dit ce qu'il pourrait y avoir eu dedans. Et qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un grand bassin circulaire, presque aussi grand que la largeur du logis, et on y voit ici une grande demi-lune que j'appelle le grand étang. Et puis ici, un autre bassin, tout en longueur. Alors comme pour le moment, on n'a pas d'informations sur le nom de ces bassins, moi j'ai décidé arbitrairement de les appeler le bassin long, le bassin rond et le grand étang. Quand on trouvera les noms, au départ j'avais dit attention, ça c'est le canal. Parce qu'effectivement, c'est pas très large, mais c'est très long. J'ai dit, c'est le canal. On m'a dit, ah non, c'est pas le canal, c'est pas possible. Sauf que j'ai vu dans l'article de José Gilles, où il cite un texte du XVIIIe siècle, je crois, où il est question de curer le canal. Et que ça a bien l'air de correspondre à ça. Donc je suis très fier de... Voilà. Alors, on va les prendre dans l'ordre, et vous allez voir aujourd'hui à quoi ça correspond. On va commencer par le bassin long. Quelques images, une photo en noir et blanc qui date du début du XIXe siècle et qui nous montre ce canal qui a l'air tout beau tout neuf, avec des berges très bien taillées, un paysage autour, alors végétal au lointain, mais relativement clair, hein, on n'est pas sous frondaison, et vous voyez un bâtiment ici, petite maison, mais qui est toujours là, et c'est justement notre moulin, qui est d'ailleurs alimenté, le bief du moulin, vous le verrez, est alimenté à peu près de la même façon que, évidemment, le canal, puisqu'ils sont côte à côte. Ce canal est resté en eau très longtemps, jusque dans les années 1980, la preuve, on a une photo où il est en eau. Comme vous voyez, les manches à balai qui avaient été plantées à l'époque ont bien poussé, et ils sont devenus de très grands arbres. Donc aujourd'hui, on est sous frondaison. Et désormais, le bassin actuellement n'est plus en eau, non pas parce qu'il est en mauvais état, mais c'est un problème d'alimentation en eau. Et quand nous l'avons découvert, il était rempli quand même, mais surtout par la végétation. Alors, comme pour travailler dessus, nous, on a besoin de lisibilité, on a commencé par prendre les outils qu'il fallait, et on a pris une petite journée. Il y en a quelques-uns à qui ça rappelle des souvenirs. On a transpiré un petit peu, mais au bout d'une journée, c'était dégagé, et on a pu commencer à travailler sur ce bassin. Alors, comme ce bassin apparaît sur l'Atlas Truden, que l'Atlas Truden est de la fin du XVIIIe siècle, on est quasiment certain que le bassin existe au moins depuis la fin de l'Ancien Régime. Est-ce qu'il est aussi ancien que la création du parc au XVIIe? Ça reste tout à fait possible. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Aujourd'hui, on s'aperçoit assez rapidement que le bassin actuel n'est pas un bassin d'Ancien Régime. Quand je regarde, alors, on a fait 2 ou 3 petits sondages à l'intérieur, on a regardé les margelles. Alors, ce que vous croyez être sur la photo du ciment ne l'est pas. Même sur place, quand on ne regarde pas de très près, on a l'impression que c'est du ciment. En réalité, c'est un bassin
en pierre de taille, avec une qualité d'appareil remarquable, des joints extrêmement fins. C'est du travail excellent du point de vue de la taille de pierre et de la maçonnerie. Mais comme il a été en eau très longtemps dans une région qui est très calcaire, l'eau est calcaire, et c'est du calcaire qui s'est déposé sur les parois et qui est suffisamment épaisse, il y en a 2 ou 3 mm d'épaisseur, pour masquer l'appareil en pierre qui est derrière. Ce qui fait que ça donne l'impression d'être cimenté. Non, c'est tout simplement le... Voilà. Ça s'est recouvert de concrétion, mais l'appareil est dessous encore. Alors quand on regarde les margelles, est-ce que j'ai une vue où on voit un petit peu mieux? Ah, non, je n'ai pas mon ordinateur habituel, je ne peux pas zoomer. C'est pas grave. À moins que... Non, ça ne marche pas. Bon, vous voyez ici le tracé de cette margelle. Alors elle est large d'à peu près 70 cm. Et vous voyez que ça fait une forme en accolade, très douce, qui vient mourir. Ça, clairement, on est au 19e ou au 20e siècle. Ce bassin est en excellent état. Il est récent. La qualité du tracé est remarquable, mais ça n'est pas le bassin originel. Donc probablement, on est face à un bassin qui a été refait. Soit parce que l'ancien n'était plus à la mode, soit parce que peut-être il perdait son eau, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, il a été refait. Quand? Eh bien, à l'occasion de ces recherches, on a ressorti là aussi des archives, des plans qui se trouvent conservés dans les archives et qui nous montrent que nous avons affaire. Alors, quelques dessins supplémentaires, je fais durer le suspense, mais vous allez les voir arriver. Vous voyez, ça, c'est la sortie, hein, c'est la sortie d'eau, c'est la vanne de sortie, sur lequel on a un petit peu travaillé aussi. Et puis, on s'aperçoit que dans ce bassin, alors, il faut éliminer la couche de vase, qui atteint 40-50 cm à certains endroits. Et dessous, ce que je voulais voir et ce que je trouve, c'est l'étanchéification du bassin. Évidemment, en bassin, il faut retenir l'eau. Hein. La technique la plus simple et la plus utilisée jusqu'au 19e siècle, et qui peut marcher aussi si vous voulez faire un bassin à poisson rouge chez vous, c'est l'argile. Bien sûr, il faut en avoir sous la main. Mais l'avantage, c'est que c'est facile à mettre en œuvre, et à condition qu'il y en ait une épaisseur suffisante, c'est parfaitement étanche. Alors là, on ne l'a pas percé parce que le bassin étant en état, il est prêt à de nouveau être en eau. Donc on n'a pas percé l'étanchéité. Mais c'est théorisé dès le XVIIe siècle. On a des traités de jardinage. Par exemple, dans 2 Alliés d'Argenville, au XVIIIe, il est clairement expliqué qu'un bassin qui doit être étanchéifié à l'argile et qu'il faut 1,5 pied d'argile pour un bassin de telle contenance. 1,5 pied, ça fait à peu près 45 cm d'épaisseur. Le grand réservoir de Chantilly, par exemple, sur lequel je travaillais, est étanchéifié comme ça. C'est la technique standard. Donc on fait des parois latérales, on creuse la forme, on fait des parois latérales, on construit, etc. Et on remplit à l'argile. Et une fois qu'il y en a une épaisseur suffisante, on met l'eau. Cette argile qu'on a généralement amenée sous forme sèche, hein, puisqu'elle a été piochée dans une argilière, elle n'est pas normalement pas trop humide, elle est mouillée par l'eau, puis au bout d'un moment, quand elle est suffisamment trempée, elle devient collante, compacte, ça fait un bloc qui devient étanche, à une condition, c'est qu'on ne marche jamais à l'intérieur, parce que comme c'est mou, avec le pied, vous poinçonnez, et si vous poinçonnez, pouf, vous créez une fissure, et ça fuit. Sur un certain nombre de ces bassins d'argile ont été ensuite retapissés d'une couverture de protection pour pouvoir circuler dedans, pour entretenir. Mais retenez ça, les bassins de Versailles sont étanchéifiés à l'argile de la même façon. Vous verrez mieux sur un autre cas tout à l'heure. Donc on trouve l'argile en place, c'est parfait. Une argile bleue qui est assez classique dans la région. Chantilly utilise la même par exemple. Et puis la vanne en question, c'est une vanne là aussi relativement récente. Elle est en très mauvais état. Enfin, le mécanisme lui-même, on a regardé comment c'était fichu. Alors c'est relativement simple à comprendre. Vous avez une vanne qui est en fait un bouchon au bout d'une barre mobile. Hein, c'est comme un bouchon de lavabo finalement. Donc quand on soulève
le bouchon ici, on soulève la tige, et ben, ça soulève le bouchon, et ça laisse passer l'eau. L'eau passe dans une seconde chambre, parce qu'il y a une première chambre avec la vanne, une seconde chambre avec un filtre, qu'on appelle un criblage. Donc il y a une grille en fer forgé, qui est là pour arrêter les gros éléments, les pierres, les bouts de bois qui flottent, etc., de façon à ce que là, à la sortie vers la rivière, on ne retrouve que de l'eau relativement propre, en tout cas pas de gros éléments qui puissent ensuite constituer des bouchons en aval. Voilà. Le système d'origine, c'est ça, c'est-à-dire que apparemment les deux vannes sont à l'air libre, et ensuite on viendra installer dessus une couverture en béton et des tampons en fonte pour protéger, mais qui ont été rajoutés. Alors de quand ça date? Ben maintenant on le sait, puisqu'on a le plan, qui n'est pas tout à fait le plan d'exécution, mais qui est le plan projeté. Il se trouve qu'au temps de Henri de Letourville, et là on est avant la guerre de 14, on est au début du XXe siècle, le comte de Letourville a fait refaire une partie de son parc par les Duchesne. Alors la famille Duchesne, ce sont une famille extrêmement connue d'architectes, c'est un peu les Lenôtre de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, Louis et Achille Duchesne. Et on le sait parce que d'abord on a conservé plusieurs plans de Guéry, avec ce fameux bassin qui est celui-là, dans l'état tel qu'il a été créé. Et puis c'était aussi le projet de transformation générale du parc. Tout n'a pas été fait. Ce qui a été fait, c'est toute cette partie-là. Ça a été réalisé. Ce bassin a été réalisé. C'est celui qu'on a sous les yeux. C'est celui qu'on a fouillé. Et puis cette petite chambre de verdure a aussi été réalisée. Il en reste aujourd'hui encore la forme dans la végétation. En revanche, le tapis vert et le bassin qui se trouve là n'ont pas été exécutés. Et ça nous permet déjà de fixer les choses. On a de remarquables plans projetés. Et puis notre petit moulin de tout à l'heure, il est là. On a gardé une correspondance, on a un courrier, un envoi de devis d'Achille Duchesne en 1913 qui écrit au comte de Letourville en lui disant voilà, la construction, il reste une tranche de versement à me payer, mais ça veut dire qu'il y a bien eu contrat. Et on a les plans, enfin bon, c'est relativement clair. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous allez voir sur le site qui s'attache au fond du chêne, Guéry n'apparaît pas. C'est relativement... l'information n'était pas connue. Alors maintenant qu'on a regardé le bassin long, on va aller voir ici, au centre du tapis vert. Oui ? Quelle était la vocation de ces bassins? C'était seulement esthétique? Est-ce que ce devis dont vous parlez laissait à penser que c'était très cher et qu'on mettait beaucoup d'argent pour montrer son pouvoir, montrer sa richesse? Ou est-ce qu'il y avait une autre vocation que ça? Est-ce que ça pouvait servir d'élevage de poissons, de vivier, de je ne sais pas quoi? La notion de montrer sa richesse, à mon avis, ne s'applique pas, tout simplement parce qu'on est dans la partie privative. D'accord. On travaille, là on est pour soi. On n'est pas à la vue de la rue. Et donc les invités voient. Bien sûr, on est toujours content de faire visiter, mais on n'est pas dans un acte de démonstration. On n'est pas là. C'est pas du tout l'esprit, et il semble pas d'ailleurs que ça ait jamais été l'esprit au travers des âges de cette famille. C'est pas ça. Alors que c'est un rôle ornemental, il y a aucun doute, bien sûr. Mais en même temps, le bassin en question fait 1,30 m de profondeur, puisqu'il est parfaitement conservé, le niveau de l'argile est conservé, on connaît exactement, bien sûr, c'est en place, et je l'ai mesuré, le niveau de l'entrée de l'eau dans la veine de sortie, donc on connaît exactement sa hauteur d'eau, il y a 1,30 m de hauteur d'eau. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on y fait? On peut par exemple y canoter, ce qui est un loisir, il y a beaucoup à Versailles aussi, on canote. Alors bien sûr, le canal fait 800 mètres de long. Tout est relatif. Mais on canote, parce que ça peut être amusant. On peut y pêcher, mais surtout, c'est un vivier. Ah, voilà, oui. Ça me paraît évident. C'est aussi un vivier, c'est-à-dire une réserve de poissons, et la vanne en question est aussi un crible qui fonctionne comme un sas à poissons. Donc on peut
à période régulière, tous les ans, tous les 2 ans. Moi, je connais des familles qui le font, qui ont des étangs comme ça, certains depuis le Moyen-Âge, et qui, de temps en temps, vident l'étang, récupèrent le poisson et vendent le poisson. Et pour ça, il faut une vanne de sortie et il faut un sas à poisson. Là, le sas à poisson, d'une certaine façon, on l'a sous les yeux. Voilà. Alors maintenant, on va aller regarder au centre du tapis vert. A priori, il n'y a rien. Sauf que dans l'Atlas Ruden, cette image que je vous ai montrée tout à l'heure, on a un superbe dessin circulaire avec du bleu dedans, et ça donne fortement envie d'y voir un bassin. Sauf que là, on ne voit rien. Mais tout de même, quand on regarde au centre, on s'aperçoit qu'il y a une déclivité, il y a un affaissement au centre. Et quand je vais voir, il y a 2 ans, sur Google Earth, et que j'ouvre le dernier passage aérien qui datait de l'année précédente, donc c'est très récent, je vois, vous le devinez, du fond, hein? Oh! Ah! Là, vous savez, le cœur d'archéologue se met à battre. Et il est au bon endroit. Il a, du côté des proportions, on se dit que ça pourrait correspondre. Donc évidemment, ça donne envie d'aller voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le parc est l'objet de photos aériennes en moyenne tous les 2-3 ans depuis la guerre de 14. Donc si vous allez sur le site de l'Institut géographique national, vous allez voir toutes ces couvertures aériennes sont mises en ligne, donc vous pouvez les consulter, et on les suit. Il n'y en a aucune sur lesquelles on voit cette forme, sauf celle de 2017, juste au moment où vous s'intéressez au sujet. Alors on est allé regarder. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, sur Google Earth, tout simplement, puisque ça, cette image que j'ai pompée sur Google Earth, vous savez, il y a un petit outil de mesure, on prend la règle et puis on peut coter, alors c'est pas très très précis, mais quand même. Donc en me guidant sur les lignes d'arbres, j'ai tiré, j'ai noté les dimensions, puis après sur place, on a tiré le décamètre, on a planté des piquets, et puis on a regardé par terre, on était au mois de juillet, on était en pleine canicule, il faisait une chaleur à crever, et le terrain était extrêmement sec, et sous nos pieds, on voyait la ligne légèrement plus foncée, pile sous les piquets. Donc on s'est dit quand même, qu'est-ce qu'on est fort. Alors on a sondé, hein, on a pris une petite machine, et puis on a fait un tracé. Alors pour trouver un cercle, il faut trouver le centre. Mais alors à partir du moment où on voit déjà un peu la trace au sol, même sur ses pieds, on la voit, et quelques coups de décamètre, et puis on détermine le centre à peu près. Et puis ensuite, on a fait un tracé en croix qui permettait de circonscrire, hein, de zoner, vérifier. La question à partir de là, c'est vérifier que c'est un bassin. On se méfie beaucoup des faux amis, parce que celui qui vous parle s'est tellement fait piéger que ça rend prudent. Et deuxièmement, voir dans quel état c'est. On peut toujours avoir la chance de tomber sur un endroit bien préservé et de croire que tout est préservé, ou l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce travail en croix, qui était rapide, facile, et qui permettait juste de repérer les choses. C'était juste du repérage, ce n'était pas de la fouille. Et ça a permis de voir ceci. On a vu tout un pavage qui était en place et qui était sur toutes ces petits sondages. Un pavage très bien organisé, alors avec du moellon bien sûr, du moellon qui sort d'où? Bien sûr des carrières de Guéry-en-Vexin, puisque ce sont des carrières qui sont exploitées, comme toutes les carrières. La bonne pierre, celle qui va servir à faire de la pierre de taille sur les chantiers, sort de la carrière, et tous les rebuts de taille, les rebuts d'extraction restent dans la carrière. Mais un certain nombre de ces blocs dont on ne se sert pas dans l'architecture ou pas beaucoup, eh bien, finalement, on peut très bien s'en servir, soit pour faire des murs de clôture dans les fermes, en moellon, soit pour faire un radier. Toutes ces petites pierres-là, qui sont quasiment, le hasard de la projection fait qu'elles sont quasiment à échelle réelle. Hein, pour vous donner une idée, elles ne sont pas posées à plat, mais elles sont posées de champ, bien sûr. Et comme elles sont posées de champ, on se dit que c'est probablement, 1, pour circuler dessus, 2, pour protéger quelque chose.
On va revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis ici, on a un petit muret qui fait une trentaine de centimètres de hauteur, qui est lui aussi construit en moellon. Voilà ce que ça donne. Tout ça, c'est une terre rapportée, non stratifiée, ou à peine, fait exclusivement de remblais de comblement, très tardifs et sans aucun mobilier. Donc du côté des datations, on n'est pas aidé. Et quand on regarde le bord du bassin, on voit une situation qui est là aussi normale dans la fontainerie d'époque moderne, c'est-à-dire que le vrai bassin, celui que vous ne voyez jamais quand vous visitez, mais c'est valable si vous allez à Versailles et visiter le bassin de la Tonne. En fait, le bassin, c'est un bassin d'argile. Mais il est protégé de toutes parts, ce qui fait que l'argile, vous ne la voyez jamais. Mais c'est l'argile qui retient l'eau. L'argile, vous la voyez ici. Pourquoi ? Parce que c'est une cuvette d'argile. Ce n'est pas juste une plaque d'argile sous le bassin, parce qu'il faut aussi empêcher l'eau de fuir sur les côtés. Même si c'est de la terre, ce n'est pas étanche, donc ça fuirait. Donc cette cuvette d'argile, elle remonte sur les bords. Et comme elle est très fragile puisqu'elle est mouillée, il faut la protéger à l'intérieur du contact avec l'eau. C'est pour ça qu'on met ici, on met une construction qui en général est relativement soignée parce qu'elle est visible par les visiteurs. Et c'est donc un muret soigneusement aménagé, dont le boulot, outre faire joli, c'est de tenir l'argile qui est derrière. Alors bien sûr, c'est pas là en l'occurrence, c'est pas maçonné, c'est collé à l'argile. C'est toujours l'argile qui sert de lien entre les pierres. Et puis à l'arrière, il faut empêcher absolument que cette argile ne soit polluée par la terre végétale qui est derrière, qui est pas régulière, qui est très sableuse, etc. Donc on protège cette argile par une peau de protection arrière qui en général n'est pas soignée, mais elle est là pour être efficace. Elle est cachée, personne ne la verra jamais sauf l'archéologue. C'est ce qu'on appelle ici le mur de terre. Ici, dans la terminologie du XVIIIe siècle, dans les traités de jardinage du XVIIIe, ça, c'est le mur de douve, et ça, c'est le mur de terre. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle un corroi d'argile. Alors là, il y en a 60-70 cm d'épaisseur. C'est l'argile qui remonte à l'intérieur des parois et qui crée l'étanchéité. L'intérêt, bien sûr, c'est que l'étanchéité du bassin correspond au niveau de l'argile ici. C'est comme ça qu'on peut savoir quelle était la hauteur d'eau à l'intérieur. Là, en l'occurrence, la hauteur d'eau est assez faible. Il doit y avoir 20, 25, 30 cm d'eau peut-être, pas plus. En revanche, maintenant qu'on l'a circonscrit, on peut le zoner. Alors, ça ne se voit pas bien sur cette image, mais on a tout simplement pris une bombe fluo de chantier. On a planté un piquet au centre, et puis on a fait comme la chèvre autour de son piquet, on a tourné. Et on a dessiné, là, vous allez le voir un peu mieux, vous voyez ici, ça c'est le muret, ça c'est le mur de douve. Alors la raison pour laquelle sur la photo aérienne, notre bassin apparaissait en zone plus foncée que le reste, ce qui était curieux. Moi, ça m'avait surpris au départ. Je me disais, est-ce que c'est bien un bassin ? Parce que normalement, ce qu'on devrait voir, c'est la partie pierre. Et la partie pierre du bassin, par définition, il y a moins de terre au-dessus qu'à côté, donc ça devrait être encore plus sec qu'à côté. Donc ça devrait apparaître plus pâle, et ça apparaissait plus sombre. Mais non, mauvaise réflexion. En réalité, c'est l'humidité de l'argile qui apparaissait, donc c'était vers au-dessus de l'argile, et c'était plus blanchâtre de part et d'autre. Enfin, ça nous a permis de le trouver. Bon. Et vous voyez une petite image de la partie centrale. Et la partie centrale nous réserve une surprise à laquelle on ne s'attendait pas. C'est que ici, alors vous ne le voyez pas bien sur la projection, c'est le seul endroit où on voit du mortier au fond de ce bassin. Et ce n'est pas n'importe quel mortier, c'est un mortier hydraulique. C'est le même mortier qui était utilisé par les constructeurs romains, par exemple, quand ils devaient faire des bassins. C'est un mortier de chaux dans lequel on a incorporé de la poussière de terre cuite. On a pris de la vieille brique, de la vieille tuile, on a pilé et on a incorporé ce matériau rouge dans la préparation. Ça donne ce qu'on appelle un mortier de tuileau ou un mortier rose, parce qu'il est rose, rouge, enfin il est vraiment teinté. Hein. Et ça crée un mortier
qui est hydrophile. Il aime l'eau, il prend dans l'eau, et il est étanche. Alors que le mortier normal a besoin de prendre à sec, parce que sinon il ne prend jamais. Eh bien ça, c'est surprenant, d'autant plus que on a une petite rainure à l'intérieur et on s'aperçoit que c'est probablement l'arrachage d'un tuyau. Et on est juste au centre et de l'autre côté, ça ne se poursuit pas. Conclusion, il y a probablement un jet d'eau. Et ça, ce n'est pas tout à fait attendu pour une raison simple de topographie. C'est qu'à partir du moment où on a un jet d'eau, ça veut dire qu'on a de l'eau sous pression. Que cette eau sous pression, eh ben, pour l'obtenir, il n'y a pas de pompe refoulant. Enfin, si, ça existe. Ça existe à Chantilly, mais c'est une industrie, c'est une artillerie très lourde qui n'est pas appliquée à Guéry. Pour avoir de la pression, il faut aller chercher de l'eau en hauteur. C'est le principe d'Archimède, hein, c'est le dénivelé entre le point de captage et le point de sortie qui crée la pression. 10 mètres de dénivelé, 1 bar de pression. Le problème, c'est qu'on est ici dans un vallon qui est extrêmement plat. Vu la surface de ce bassin que je vais vous donner tout à l'heure, mais qui est immense, on peut difficilement envisager qu'il y ait un glouglou de 50 cm de haut. Probablement, s'il y a un jet d'eau, il y a 3, 4 mètres, 5 mètres de jaillissement. Donc ça veut dire qu'il faut chercher un emplacement à proximité où on va avoir un bassin réservoir d'assez grande dimension, parce que ça consomme, qui va être capable de stocker quelques dizaines ou quelques centaines de mètres cubes d'eau pour alimenter un jet. Et a priori, on ne voit pas où il est. Parce que le relief étant ce qu'il est, on ne peut pas le placer n'importe où. Ça ne peut pas être, par exemple, du côté du moulin de Widic, parce que le dénivelé n'est pas très fort. Donc on se pose plein de questions. On se demande, par exemple, si ce n'est pas le bassin long, qui topographiquement, puisque je peux comparer, bien sûr, on fait un travail d'altimétrie un peu précis, je m'aperçois que le bassin long, le fil d'eau, est 1 mètre au-dessus de mon fil d'eau ici. Alors ça ne permettrait pas d'avoir un grand jet d'eau, mais on pourrait avoir un gros glouglou, qu'on appelle ça, un bouillon. Ce qui est aussi une possibilité. Sauf que ça rendrait le tracé des tuyaux compliqué, mais pourquoi pas? Donc on cherche des hypothèses, on ne trouve pas la solution, mais en tout cas, il y a bien, au centre, un jet d'eau, puisqu'il y a une canalisation étanche. Et ça nous donne ceci. Voilà le tracé qu'on restitue sans grand risque. Avec son argile en jaune, avec son mur, etc. Son point de résurgence que j'ai marqué en bleu au centre. Hein. Voilà. Ça fait 30 mètres 70, quelque chose comme ça, de diamètre en eau. Et quand on rajoute l'épaisseur des parois, de l'argile, etc., ça fait presque 32 mètres de diamètre total. Et ça fait une surface en eau de 700 mètres carrés. Un très grand bassin. C'est une eau stagnante ou... Alors ça fait partie des questions. Est-ce qu'on amène de l'eau de temps en temps et puis voilà. Mais s'il y a un jet d'eau, il y a un jaillissement soit permanent, soit intermittent, mais quand on lâche l'eau, c'est au moins pour plusieurs heures. S'il y a réception, c'est pas juste pour 10 minutes, il faut que ça dure l'après-midi. À Chantilly, par exemple, le prince de Condé, quand il reçoit, on a des archives. On sait que plusieurs fois, d'abord 3 fois dans l'année, il accueillait les habitants de Chantilly, la population, qui venaient, il lançait les grandes eaux pour les habitants de Chantilly. 3 fois dans l'année. Et puis il y avait aussi les grandes réceptions, puisqu'on est évidemment au sommet de l'aristocratie du royaume, et quand il reçoit, alors il y a un grand jet, mais qui est sans commune mesure avec ce que vous voyez là, il y a plusieurs grands bassins, et il y a la réserve d'eau dans le réservoir permet de faire donner les eaux pendant plusieurs heures, en gros une après-midi, ou une soirée. Mais il faut au moins 3-4 heures de... Voilà. Après c'est vide, on ferme les vannes, et puis... mais il y a quand même le temps de jaillissement est important. Voilà. Alors s'il y a jet, de toute façon, il faut bien qu'il y ait évacuation. Puisqu'on alimente, il faut qu'il y ait une sortie. Ça fait aussi partie des questions qu'on se pose. On se dit, mais où est l'exutoire, hein? Ça peut pas être autosuffisant. Ah non? Non, alors aujourd'hui on fait ça, parce qu'en électricité, on peut faire tourner l'eau en boucle.
À l'époque, ce n'est pas possible, puisque c'est la gravité qui sert de moteur. Quand on fait arriver de l'eau, il faut la faire sortir. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, en coupe, alors vous ne voyez pas forcément très bien. C'est difficile de représenter ça en coupe, facile à lire, parce que c'est tellement peu épais et tellement large que ça vous fait une coupe très ramassée. Mais donc vous voyez, il y a une stratigraphie, mais qui est surtout une stratigraphie de comblement. Il y a 2 ou 3 remblais de comblement qui ont été apportés comme ça les uns derrière les autres au moment où le bassin a été abandonné. Alors ce bassin, on n'en avait pas gardé la mémoire, la famille n'en avait pas gardé la mémoire, se doutait qu'il était là quand même, hein. Mais il est donc sur l'Atlas Truden, à la fin du XVIIIe siècle, il existe, on ne sait pas, je ne suis pas aujourd'hui capable de dire quand il a été créé, je ne sais pas s'il date de l'origine de la création du parc, 17e, ou s'il a été rajouté plus tard, et probablement il disparaît autour de la Révolution française, qui pour le site est un moment compliqué à gérer parce que il va y avoir des difficultés successorales juste derrière, etc. Et entre la situation du milieu du XIXe siècle et la situation de la fin de l'Ancien Régime, il y a eu quand même pas mal de changements sur place. C'est peut-être dans ces périodes-là que le bassin disparaît. Parce que ça nécessite quand même un entretien permanent. Alors, on revient à notre Atlas Truden, et on va regarder maintenant ce qui se passe ici, du côté du Grand Étang, où on voit un bassin en demi-lune avec des grandes oreilles qui sont aussi larges que le tapis vert et qui apparaissent de façon assez fugace dans les textes, puisqu'à un moment, on nous parle, au XVIIe siècle, d'un bassin en demi-lune. Donc celui-là, on a quand même l'attestation qu'il a, semble-t-il, existé dès l'origine. Il fait partie du tracé. J'en profite pour dire, puisqu'on le regarde, que ce dessin est le seul qui nous donne un aperçu, un schéma au moins, d'organisation du tapis vert, c'est-à-dire des parterres qui étaient en place. Alors c'est un état des choses, ça, c'est l'état 18e. On est capable de refaire la déco dans ces grands espaces, dans ces grands parcs, de façon fréquente. J'ai étudié plusieurs parcs sur lesquels il y a certains des parterres en l'espace de 2 siècles, ont été refaits 4-5 fois. C'est-à-dire qu'on passe la gomme, puis on refait autre chose. Comme on change la déco du salon. Parce qu'effectivement, ça fait partie de l'environnement décoratif du château et ça fait partie de la décoration. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre au goût du jour. Hein. Alors l'état qu'on voit un jour peut avoir changé 50 ans plus tard. Y compris du côté de l'organisation, du tracé. Le diamètre du bassin rond correspond à ce que vous avez trouvé ? Oui, alors sur le principe, dans les proportions à la louche, oui, ça correspond. Il n'est juste pas positionné exactement au bon moment. Vous le verrez à la fin, j'ai une image qui le montre. C'est-à-dire que le vrai bassin, il est un petit peu décalé. À peu près dans les mêmes dimensions, mais un petit peu décalé. Bon, je répète que ceci est très, très fortement agrandi. Au départ, c'est grand comme ça. Donc, trait de plume. Ça, tu disais, c'est de quelle époque le dessin là ? Là, on est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On est en gros sous Louis XVI. Alors, voilà le plan terminal, avec notre bassin qui est ici, un bassin qui est là, et qui, dans un premier temps, me paraît être peut-être le bassin d'origine qui aurait été retaillé et qui aurait un peu perdu sa forme. En fait, non. Là aussi, il suffit de regarder sur le site de l'Institut géographique national, et on le voit très bien. On est là en 1982, je crois, ou 81. Là, on est en 80. Il est en cours de creusement. Et là, on est en 79 et il n'existe pas encore. Voilà. Donc, ce n'est pas le bassin originel. Il est plus ou moins à la bonne place, mais le bassin originel avait disparu. Et donc, ce n'est pas ce bassin-là. Donc, il faut le chercher. Ah ben voilà, ça, c'est pas mis au bon endroit. Ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Mais voilà l'Atlas Truden, avec Guiry qui est ici, et que je ne vais pas pouvoir zoomer, mais l'agrandissement, c'était ici. Hein, vous voyez. Et la voie royale et l'ancienne voie romaine, Paris-Rouen, est là. Et le territoire paroissial traverse la voie romaine, hein, la voie traverse Guiry. Et puis Cléry faisait partie également de la seigneurie.
Donc voilà. C'est pas la chaussée Jules César. Si, c'est la chaussée Jules César. Alors qui aujourd'hui existe toujours, mais elle est décalée de 300-400 mètres par rapport à la nationale 14. Maintenant, on va regarder le moulin qui est là. Alors, c'est un bâtiment du 19e siècle qui reprend la tradition du moulin de Guéry. Ce n'est pas le bâtiment médiéval, mais ça en prend la suite. Plusieurs choses amusantes. Alors, c'est souvent le cas sur les moulins, parce qu'évidemment, il y a une roue. L'axe de la roue était là. Hein. Mais souvent, ben oui, voilà, ça se voit très très bien. La roue a frotté. À des périodes où l'axe était un peu abîmé, ça voilait un petit peu, et l'axe a frotté sur la paroi. Très très pratique, parce que même si la roue n'est plus là, on peut connaître très facilement son diamètre. Hein. 3 coups de mesure, et hop, on a le diamètre de la roue, et donc l'archéologue peut s'amuser comme un petit fou sur son ordinateur et faire un plan restitutif. Ce qu'on voit aussi là, c'est alors le canal de sortie du moulin, hein, sous la roue, et puis ici, l'approvisionnement en eau. C'est un tuyau qui arrive ici. Vous voyez que tout ça, c'est de la concrétion calcaire. Un tuyau qui arrive ici en hauteur et qui est versé sur la roue. Puis aujourd'hui, le canal de sortie, comme ça. Alors bien sûr, on est dans un état très tardif, 19e, mais qui prend la suite d'un moulin posé probablement plus ou moins au même endroit et a priori sur le même tracé. Donc voilà, je fais un peu joujou, et je m'aperçois que probablement on a voilà, je pense qu'on peut déterminer le sens de rotation de la roue. C'est purement anecdotique, mais ça m'amuse. Bah, c'est important. Voilà. Et puis donc l'approvisionnement avec un dénivelé assez important, je ne le dis pas, mais il doit y avoir 3-4 mètres de chute d'eau. Comment est-ce qu'on réalise cette chute d'eau? En allant récupérer de l'eau depuis la source Saint-Romain qui est ici, par ce tracé-là. Et après, il y a donc, a priori, l'alimentation du bassin long, qui aujourd'hui a disparu. Mais il y avait aussi une dérivation qu'on suit encore très bien. C'est un petit caniveau, un petit canal, une petite forme dans le sous-bois, puisqu'on est sous les arbres, et qui nous mène en ligne droite vers le moulin et vers un bief qui est très très amusant, qui fait partie de la rigolade pour l'archéologue. Je vous présente un bief de moulin en sarcophage mérovingien recyclé. Le sarcophage mérovingien se recycle très très bien. On en a fait des auges à vaches, on en a fait des murs, on en a fait quantité de choses, et on en fait même des caniveaux. Donc tout ça, alors on sait d'où ça sort, parce que dans les archives de notre association, l'association n'existait pas encore, mais on en a gardé les traces. On a un petit dossier qui nous montre qu'il y a eu des fouilles d'un cimetière mérovingien au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe, d'ailleurs pas très loin de l'entrée du parc, entre Guiry et Ouilly. Quand on utilise le mot fouille aujourd'hui, je ne sais pas s'il est très adapté. Je pense que c'est plutôt de la pelle-pioche. On trouve des squelettes, il y a des objets avec, on ramasse, et puis les cuves, elles restent sur place jusqu'au moment où le comte de l'Étourville, probablement, peut-être son père, se dit on a un petit caniveau à faire. Finalement, on prend les sarcophages, on coupe la tête, on coupe la queue, on les met bout à bout, un peu de maçonnerie, et ça fait un caniveau. Donc on sait où est passé notre cimetière mérovingien. En revanche, du côté des collections, là, apparemment, ça se recycle moins bien. C'est bizarre. Alors, ce sont donc des sections de cuves dont il manque la tête et il manque le pied, qui ont été posées sur des piliers en pierre de calcaire récupérée. Et puis entre les piliers, on a bourré, on a fait un petit appareil en moellon. Et donc sur ces piliers, toc toc toc, on a assis tout ça. Et on a fait à peu près 70 mètres de canal comme ça. Et c'est lui qui aboutit là-bas, vous voyez, le coin de la maison, c'est le moulin, c'est lui qui aboutit. Et voilà. Et c'est Jacques de Maistre qui est là, qui a probablement installé
la canalisation en plastique pour continuer à faire couler l'eau. Alors aujourd'hui, dans le cadre d'un parc visité, ça pourrait faire finalement, c'est le principe des fabriques, hein. C'est trouver dans un parc qu'on visite des endroits où on montre quelque chose d'amusant, voilà, là c'est une curiosité sympathique. Il est parfaitement en place. Le niveau c'était un niveau à eau déjà à l'époque, avec un tuyau qui permettait de retomber sur le... Alors c'est possible, mais ce n'est pas ce qui est utilisé, parce que c'est compliqué. Le plastique n'existe pas, ils ont des tuyaux de cuir, ça fuit, etc. Ce qu'ils utilisent, depuis très longtemps, hein, ça existe déjà à l'époque romaine, c'est un système d'équerre, une grande équerre, avec un fil à plomb au milieu. Et donc on règle l'assiette de la partie horizontale de l'équerre, tout simplement en réglant le fil à plomb, il y a des graduations en dessous. Et quand c'est parfaitement aligné avec la graduation, c'est-à-dire parfaitement perpendiculaire, on est à l'horizontale. Et une grande partie des tracés hydrographiques d'époque moderne ont été faits comme ça. Alors c'est une règle qui fait plusieurs mètres de long, hein. Vous pouvez avoir une équerre qui fait 3-4 mètres de diamètre, de longueur. Voilà. Facile à faire, efficace. Oui. Alors, quatrième point d'eau, ici. Dans les années 1840 ou 1850, il y a un règlement de succession et apparaît à ce moment-là la mention d'un verger de ce côté-là, avec une serre, un réservoir et une melonnière. Une melonnière, un endroit où on cultive des melons. Et voilà ce qui en reste. Ça aussi, ça mériterait d'être remis en scène, parce que avoir une serre dans un jardin du 19e siècle, c'est quelque chose d'assez constant, hein. C'est normal et c'est assez sympa. Le bassin, lui, est conservé. Alors, la ferraille qui est dans le bassin, c'est les morceaux de la serre qui finissent. Mais le bassin est en place. L'avantage de ce bassin, on a quand même un peu fumé la moquette de vent pendant un petit moment, c'est qu'il est à 6 mètres au-dessus du grand bassin rond qu'on a trouvé. Donc on se dit, on a un jaillissement, on ne sait pas sur quelle hauteur, mais il faut quand même un dénivelé suffisant. Le seul bassin qu'on a à proximité, en tout cas dans le parc, sur lequel on a 6 mètres de dénivelé, ce qui pourrait suffire, compte tenu de la perte de charge sur le tracé, on pourrait avoir un jaillissement de 4 mètres, 4-5 mètres. Ça irait très bien. C'est celui-là. Le problème, c'est que quand je le mesure et que je calcule la hauteur d'eau, c'est vraiment un réservoir, il y a... combien il y a? Il y a 1,10 m d'épaisseur d'eau. Ça ne représente que 13 mètres cubes. Donc avec ça, on a de quoi faire fonctionner le jet d'eau pendant un petit quart d'heure et puis c'est tout. Donc ça ne marche pas. Mais comme ce bassin est récent, on se dit peut-être... Alors, bon, le bassin est probablement en fait l'aménagement d'une résurgence, d'une source. Alors est-ce qu'auparavant, dans le même secteur, il y a pu y avoir un bassin réservoir beaucoup plus grand qui a disparu parce que le bassin qui la servissait n'existe plus et que ça a été remplacé? Bon, peut-être, sauf que le relief ne garde pas la trace de tout ça. Parce qu'un grand bassin réservoir, ça devrait, même comblé, ça devrait se voir. Et ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, autre paramètre qu'on a du mal à gérer, c'est qu'aujourd'hui, on est au début du XXIe siècle, en période de réchauffement massif, avec un climat qui s'assèche, et que notre régime hydrographique est totalement transformé. Et il n'a rien à voir avec le régime hydrographique du XVIIe siècle, qu'on connaît un petit peu grâce à l'archéologie, à l'étude des pollens, à l'étude des cercles de croissance des arbres, à l'étude des carottes qu'on fait dans les glaciers, etc., etc. On sait qu'au XVIIe siècle, on est au cœur du petit âge glaciaire, qui est une période froide et humide. Donc le régime hydrographique au XVIIe est sans commune mesure avec celui d'aujourd'hui. La petite rivière d'aujourd'hui, qui ne débite pas énormément, débitait probablement 2 fois plus il y a 400 ans. Sauf que ça reste quand même très spéculatif. Et ça ne nous aide pas forcément à trouver le volume d'eau nécessaire pour faire fonctionner tout cela.
Alors on sort de cette campagne de 2018 au bout d'une grosse semaine, un peu fatigante, passée sur place. On sort avec ceci. Alors, le bassin long, on a compris, il est du début du XXe siècle, il est magnifique, c'est une création d'un très grand architecte paysagiste. Et probablement, il prend la succession, peut-être exactement dans les mêmes dimensions, d'un bassin précédent. Bon, ça c'est calé. On a compris comment il est approvisionné, on a compris quel est le rapport entre ce bassin et le moulin qu'on suspecte d'être lui aussi la succession d'un moulin médiéval qui devait fonctionner à peu près de la même façon ou dans le même secteur. Ensuite, on a trouvé ce grand bassin rond. On ne sait pas comment il est alimenté, mais en tout cas, on sait qu'il est alimenté et on sait qu'il y a un jaillissement au centre. Et on ne sait pas non plus comment il s'évacue. On ne comprend pas l'exutoire. On ne l'a pas trouvé. Et puis on a ce bassin-là, qui est un bassin moderne, récent, mais qui apparemment recouvre plus ou moins l'emplacement de ce qu'on est en droit de suspecter comme étant un bassin originel en 2001, puisqu'il apparaît sur la gravure et il apparaît aussi dans les textes. Et au milieu de tout ça, alors aujourd'hui, ce grand étang, il est alimenté ici par une dérivation de la rivière canalisée, clac, et aussi par une source qui est là-haut dans le bois et qui descend et qui l'approvisionne. Alimentation qui est d'ailleurs insuffisante parce que c'est un bassin qui est en manque d'eau chaque été. Et l'évacuation, on sait comment elle fonctionne ici, car à la sortie du site, puisque forcément l'eau qui est prise, elle est rendue à la rivière en bas de parc. Il n'y a pas de consommation d'eau. L'eau qui est prise est rendue. Alors on sort de là en se disant peut-être que l'approvisionnement pourrait venir du bassin de la Serre, mais dans un temps où le bassin de la Serre en tant que tel n'existe pas encore, il y a autre chose avant, plus grand, qui débite mieux. On se demande aussi si par hasard il ne pourrait pas y avoir une canalisation qui part du bassin long, enfin l'ancien bassin long, qui traverse éventuellement le cours naturel de la rivière et qui vient alimenter ici. Enfin bon, on est dans l'expectative, on ne sait pas. Donc on propose, puisque toutes ces découvertes sont en train de susciter un grand intérêt de la part de la famille propriétaire et on voit commence à apparaître dans les têtes un projet de restauration, de remise en scène de tout ça. Puisque ça apparaît par l'archéologie, évidemment, c'est tentant de le remettre au jour et puis de le refaire fonctionner. C'est un beau projet culturel. Sauf qu'il faut des réponses supplémentaires. Parce que, évidemment, la DRAC, les monuments historiques vont nous demander, mais c'est bien, vous nous dites les bassins, alors de quand ils datent, d'où vient l'eau, où elle part, enfin comment ça marche, quoi. Donc on fait une deuxième campagne l'été dernier pour arriver à comprendre. Et voilà le projet qui est monté. Je dis à la DRAC, c'est le plan que j'envoie pour soutenir ma demande d'autorisation de fouille. Je dis voilà, on ne sait pas comment c'est approvisionné, on voudrait travailler sur le bassin rond. Donc on va essayer de trouver l'approvisionnement, premièrement en zonant autour, on va le ceinturer par une tranchée de sondage, et forcément, à un moment, si on s'y prend bien, on devrait trouver la canalisation d'arrivée et on devrait trouver la canalisation de sortie. Bon. Et puis, comme ce pavage m'avait donné l'impression, en le regardant par notre toute petite tranchée, qu'il y avait une organisation au sol. Ce n'était pas juste des pavés planqués comme ça, un peu au hasard. Il y avait une vraie organisation. C'est un vrai pavage au sens noble du terme. Ça donne envie de voir comment il a été pavé, comment les paveurs s'y sont pris, quels matériaux, enfin voilà. Suivre le travail des artisans. Donc, je dis, on va ouvrir un petit peu sur une tranche, on va ouvrir une part de camembert pour voir. Et puis, si jamais on trouve le tuyau d'approvisionnement, on ne sait pas d'où il vient, on essaiera de le suivre. Et si on trouve le canal de sortie, on essaiera de le suivre. Dans le cas, alors vous voyez que là, j'ai superposé avec la trace Ruden, en essayant de remettre à la même échelle, ce qui n'est pas très...
Oui, enfin, les proportions, c'est ce que c'est, hein, c'est le document d'archives. Mais ça donne quand même une idée. Voilà, on essaye de se caler. Évidemment, avec ces plans anciens, c'est toujours pareil. Selon le point de calage que vous prenez, vous obtenez des résultats différents. Donc, alors, soit on prend celui qui nous arrange le plus, soit on prend celui qui nous arrange le moins, ça dépend des jours. mais voilà. Et donc, ça me donne l'impression que l'ancien bassin pourrait déborder par rapport à l'actuel. Et si c'est le cas, je devrais trouver l'entrée du bassin à peu près ici. Alors je prends des dimensions, etc. Et dans ce cas, si ce bassin-là existe, il paraît logique qu'il soit alimenté depuis celui-là, puisque la pente est légère, mais on est sur la pente descendante du parc, et au nom du fait que l'eau peut être utilisée plusieurs fois, et bien, quand elle a fini de jaillir ici, elle retombe en pluie autour du jet d'eau, elle s'évacuerait ici, et on devrait trouver une canalisation dans ce sens-là, parallèle à l'axe du parc, qui montrerait que l'autre bassin existe. Parce que sinon, on ne voit pas pourquoi ils ont fait ça, sinon on va trouver une sortie ici. Ça paraît logique. Alors la logique avec en archéologie, il faut quelquefois s'en méfier. Il y en a toujours une, bien sûr. Nos sans-être ne sont pas idiots, mais ils ont des paramètres que nous, on ne soupçonne pas toujours. Donc des fois, ce qui nous paraît très simple, en réalité, ne correspond pas à la réalité. Bon, enfin, c'est comme ça. Alors on fait ça. Alors ça ne ressemble pas tout à fait, parce qu'une fois sur place, c'est la différence entre la théorie et la pratique, c'est que j'avais prévu de faire une grande tranchée circulaire. Alors, pour faire une tranchée circulaire, il faut commencer par topographier, planter des piquets, il faut tourner régulièrement avec la pelleteuse. C'était tellement plus simple de se caler sur les lignes de tonte. Donc le principe a été appliqué, mais pas le tracé exact. Et c'est pareil pour l'ouverture en camembert. C'était beaucoup plus simple de faire un grand rectangle, parce qu'il n'y avait pas besoin de sortir le matériel de mesure pour l'implanter. Bon, en tout cas, ce qu'on essayait de trouver a été trouvé, vous allez voir. Alors, voilà d'abord, il y a du mélange dans mon... Voilà. Ça, c'est donc le fond du bassin rond. Une tranche, voilà, sur 700 mètres carrés, on en a ouvert une centaine de mètres carrés peut-être. Effectivement, il y a un très beau pavage sur place. Il faisait extrêmement chaud, ça a été assez éprouvant parce que le terrain en question est très argileux et quand il fait très sec, c'est extrêmement dur. Une fois qu'on a enlevé l'essentiel à la machine avec un godet sans dents pour ne pas abîmer, bien sûr, il faut continuer à la main et gratouiller entre les petites pierres, etc. Il y en a tellement, il y en a des milliers, c'est long. Mais ça parle beaucoup. Comme vous voyez, il y a des registres. On cherchait à comprendre comment les paveurs s'y étaient pris. On le sait. Ils ont posé en premier ces lignes-là, qui sont dans un choix de pierres un peu plus grand, qui ont été posées, alignées et surtout alignées en altimétrie. Ils ont été, là aussi, monsieur, on a calculé pour avoir l'horizontale parfaite. Donc ils ont été réglés, toutes à la même altitude. Et les pierres sont toujours sur champ là, elles sont, oui. C'est-à-dire qu'elles sont suffisamment grosses pour être aussi... On pense que si elles sont à l'horizontale, oui, parce qu'elles sont... plus de surface, on aura plus d'étanchéité. Alors, ce n'est pas les pierres qui font l'étanchéité. De toute façon, pas, d'accord. Ah non. Ce pavage protège... C'est plutôt fondation. Non. Ce pavage est une peau de protection de l'argile qui est en dessous. Ah. L'argile, vous la voyez ici. Ça, c'est la remontée de la cuvette. Entre le mur de douve et le mur de terre. Le petit sondage que vous aviez vu tout à l'heure, il était ici. On en avait un ici. D'ailleurs, c'était l'endroit où on ne comprenait rien, parce que tout était cassé, c'était inextricable. On a passé un temps fou. On n'a pas eu de chance. C'était apparemment le seul endroit de tout le bassin qui était un peu cassé. Heureusement, on a 3 autres sondages qui ont mieux parlé. Et puis, donc cette cuvette se prolonge sous tout le bassin. Il y en a probablement une épaisseur comme ça, d'argile pure. Et sur cette argile, ou plantée dans la surface de cette argile, on a créé ce radier, ce hérisson, qui est une peau de protection qui permet de descendre dans le bassin quand il est en eau, pour le nettoyer, pour l'entretenir, etc. Parce que sinon, on ne pourrait pas marcher dedans. On romprait l'étanchéité. C'est une épaisseur de moellon comme ça. Alors, on n'a pas fait sauter les moellons,
parce qu'il est en si bon état qu'éventuellement, à peu d'énergie, il pourrait être remis en scène. Donc surtout, je ne le poinçonne pas. Vous voyez que ces registres, donc on a posé en premier des pierres un peu plus grosses qu'on a parfaitement alignées, ici, là, là, là. On a ménagé dès le départ un registre au milieu qui est resté en creux et qui est intégralement garni par ce mortier hydraulique, qui sert à piéger dedans des tubes en céramique, parce que la canalisation, c'est une canalisation de tubes en céramique emboîtés. Ce sont des tubes qui font... On trouve un peu partout. Hein. En gros, ça fait 80 cm de long. C'est une forme de cône. Et ils sont emboîtés les uns dans les autres. Et ils sont posés sur une gangue de mortier hydraulique, étanche. Et une fois qu'ils sont posés, on refait une autre gangue de mortier hydraulique par-dessus. Et donc l'étanchéité est extérieure. Et comme ça, on peut vous en faire des kilomètres. À Liancourt, par exemple, j'ai une canalisation qui fait 4,5 km, qui va chercher de l'eau dans un réservoir à 60 mètres d'altitude et qui l'amène jusqu'au Grand Jet. Il y a plus de 4 km de distance et 60 mètres de dénivelé. Si c'est bien fait, il n'y a pas de perte d'eau. En revanche, il y a de la perte de charge. Parce que, alors c'est valable aussi dans votre robinet de cuisine, quand vous ouvrez le robinet, la pression à votre robinet n'est pas la même qu'à la sortie du réservoir, tout simplement parce qu'il y a le frottement de l'eau dans la canalisation, sur les parois, qui fait qu'il y a des problèmes de charge. Donc vous avez moins de pression à la sortie. Et vous avez... voilà. Et puis on a rempli tout ça. On s'aperçoit qu'un des registres est mieux fait que l'autre. Il y a 2 paveurs qui travaillent et l'un qui travaille mieux que l'autre. Voilà. Et puis on a même l'arrachement du tuyau lui-même. Voilà. On passe au suivant. Ici, on essaye de voir, puisqu'on connaît le diamètre, si de l'autre côté on va retrouver le même mur, le même fond, et surtout si on va trouver le canal de sortie. Et ça marche. Le fond du bassin, le mur de douve, l'argile, le mur de terre et le caniveau de sortie. Alors cette fois, ce n'est pas étanche. Cette fois, il n'y a pas de pression. C'est de l'eau qui court. Donc on n'a pas à se casser la tête avec l'étanchéité. C'est juste un caniveau enterré. Et il part exactement comme je lui avais demandé dans mon plan de départ. Hein. Il part pile dans l'axe vers le bassin suivant. Et là, je me dis, il y a peut-être un bassin suivant. Alors avec les petits camarades, on était tout émoustillés. Et ça a marché. Hop, donc on le suit. Voilà l'entrée de l'eau, toc toc toc, il passe dessous. Et c'est une architecture très simple, il n'y a même pas de mortier. De toute façon, comme c'est de l'eau qui court en permanence, c'est auto-nettoyant. Donc on n'a pas besoin d'étanchéifier, ça part. Et on est ici. Et voilà le bassin actuel. Hein. Et ici, je vais agrandir, on trouve quelque chose qui est très détruit et quelque chose qui ressemble à un fond de bassin aménagé. Un éparpillement de matériaux, comme si on avait tapissé un fond de bassin. Pas un beau bassin maçonné comme celui-là, plutôt un étang aménagé. Hein, pas le même faciès. Et comme on ne comprendra pas très bien, on en fait un deuxième à côté, et là on trouve ce qui pourrait être un mur, une margelle, avec le même fond de bassin plus ou moins aménagé, un peu cassé. Je reviens à ça. Voilà le premier sondage. Donc là, le caniveau, plus rien. Visiblement, on a récupéré des matériaux, et là, c'est en pente, et on a... Alors, ce n'est pas des matériaux qui ont été rejetés. C'est des matériaux qui ont été étalés, qui ont été... C'est pas vraiment de la construction, mais c'est de l'aménagement. Voilà. C'est plutôt un fond d'étang aménagé, stabilisé. Et à côté, ici, là, on a une vraie construction avec de très gros blocs, et puis les restes du même type de fond d'étang aménagé. Donc ça pourrait être potentiellement, je ne suis pas très sûr de mon coup, mais quand même, on a bien l'impression d'avoir trouvé le grand étang, la demi-lune d'origine. Il faudrait regarder un peu mieux, plus en surface, évidemment, là c'est juste quelques petits sondages, mais potentiellement, c'est ça. Voilà. Et le résultat final est là. Donc, on a, enfin final, pas tout à fait. On a donc notre bassin rond, qui fait 30 mètres de diamètre en eau. On sait que l'eau arrive là,
elle jaillit ici, on ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas sous quelle hauteur. Elle ressort ici sans pression. Elle se jette ici dans ce qui semble être le bassin suivant. Donc pour le moment, c'est bien. La théorie est juste. La carte ressemble au paysage. Et puis, j'ai zoné ici, vous voyez, en blanc, parce que dans mes sondages, dans ces petites tranchées qui sont descendues à 1m30, 1m40, j'ai vu aussi des informations intéressantes. D'abord, j'ai vu des traces d'étalage de craie, un peu discrètes, mais qui sont probablement les allées. Les allées étaient, entre guillemets, encailloutées. Donc pour les stabiliser, on avait étalé probablement des sédiments calcaires toujours sortis de la même carrière, toujours des rebuts d'extraction. Et il y en avait probablement tout autour du bassin, parce qu'il paraît logique qu'il y ait une allée circulaire permettant de tourner autour, mais il y avait aussi des allées de circulation, et on en a au moins deux, une qu'on voit très bien en coupe ici, et une autre qu'on voit très bien en coupe ici. Probablement là aussi, mais c'était moins visible, ce qui fait que je n'ai pas trop osé le dessiner. C'est bien parce que ça ressemble quand même un petit peu au paysage qu'on voyait sur l'Atlas Truden. Deuxièmement, quand je regarde à l'intérieur de ces tranchées, je vois comment est constitué le sous-sol de ce tapis vert. Et ça, ce n'est pas inintéressant parce qu'il a été fait, c'est une vraie architecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est parfaitement plat, c'est en légère pente descendante, eh bien c'est une architecture. Ça a été tracé sur la table à dessin par le concepteur, dont j'ai entresquissé le nom au début de la conférence. Et ensuite, ça a été réalisé techniquement. Au départ, on est sur un fond de vallon naturel qui n'est pas, évidemment, parfaitement plat comme ça. Parce que là, c'est vraiment plat comme un terrain de football. Tout au fond, je trouve... Alors, je ne descends pas plus bas que le niveau de la nappe phréatique. À 1m30, le terrain est tellement humide que ça ne sert à rien de descendre plus bas. De toute façon, j'ai le bout du godet dans l'eau. Donc, je ne vois pas plus. Mais juste au-dessus, ce que je vois, c'est 30-40 cm d'épaisseur de très très gros moellons calcaires, toujours sortis de la carrière, des résidus d'extraction, mais des blocs comme ça, qu'on a étalés sur toute la surface, parce que je le vois partout, dans toutes les tranchées, et qui ont couvert l'ensemble de la forme. Et c'est probablement cet épandage de grosses pierres, qui représente un cubage considérable, qui a créé une première surface horizontale sur un relief qui au départ devait être très irrégulier. Par là-dessus, on est venu poser une épaisseur assez importante de terre très sableuse. Donc il y en a, ça déplaît. Et terre qui s'est d'ailleurs infiltrée au milieu des gros blocs progressivement avec la descente des eaux de pluie. Et puis par-dessus, on y a étalé 30-40 cm d'épaisseur d'argile. C'est pour ça que même avec la machine, on a un mal de chien à fouiller parce que le terrain en été très sec est tellement dur que même la machine a du mal à pénétrer ce terrain. Alors ce n'est pas l'argile pure qui a été utilisée pour le bassin, qui est différente, mais c'est quand même un sédiment très argileux. Et dessus, on a 20 cm de terre végétale qui porte le gazon. Et n'empêche que ce qu'on voit très bien, c'est que ce tapis vert, cette immense pelouse qui fait 1,7 hectare, est une construction au sens strict, qu'elle a nécessité de très gros moyens, de la récupération de matériaux en très grande quantité, on est dans les dizaines de milliers de mètres cubes, et qu'il a fallu non seulement les extraire, mais les transporter, les installer, les régler en altimétrie. Donc vous voyez qu'on est sur une création architecturale complexe. Et dans quel but, ça, à ton avis ? Créer ça. Oui, d'accord, mais est-ce que c'était nécessaire de faire Oui, tout ça ? parce qu'aujourd'hui, à la marge près, qui correspond un peu à la hauteur de l'herbe, si tu veux, le visiteur qui vient marche sur le sol du XVIIe siècle. Et sauf au centre, où il y avait une déclivité qu'on sentait très bien, mais la raison, c'est qu'après la disparition du bassin, il n'a pas été comblé suffisamment. Les remblais de comblement se sont tassés. C'est le seul endroit où on a un léger relief, sinon partout ailleurs, c'est resté tel que ça a été construit il y a 400 ans. Ça n'a pas bougé du tout. Donc c'était bien nécessaire. Ouais. Alors,
pour finir, cerise sur le gâteau, on trouve le tuyau d'approvisionnement. Et le tuyau d'approvisionnement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, c'est tout simplement celui dont on voyait la trace dans le bassin qui se poursuit. Sauf que là, on le trouve intact. Et ici, cette tranchée suit le tuyau en question. Et le voilà. Donc ce que vous voyez là n'est pas le tuyau lui-même, mais la gangue de mortier qui est autour, qui doit faire 50 cm d'épaisseur. Et à l'intérieur, il y a un tuyau gros comme ça, qui est serti, qui est fait de tubes emboîtés les uns dans les autres. Je vais probablement pouvoir vous en montrer. Alors là, on voit juste, on a fait sauter un petit éclat de gangue, on voit juste le raccord entre deux tuyaux. Et voilà, sur un autre site, ça c'est pas Guéry, c'est Liancourt, au XVIIIe siècle. Voilà la même technologie. Là, j'ai démonté la gangue pour récupérer les tuyaux. J'en ai profité pour faire une photo. C'est la technique standard. Le tuyau bien cylindrique sont seulement les emboîtures qui sont connues. Voilà, c'est ça. Il est cylindrique. Ici, il y a un évasement, ça fait une forme en entonnoir. Là, il y a une collerette et un goulot qui se resserre. Et ça donne un peu de souplesse? Je peux faire un petit virage ou pas? Oui, parce qu'on ne peut pas faire d'angle droit. On ne trouve jamais de section coudée. Mais légèrement. On peut amorcer, on peut faire des courbes. Oui, sur 3 emboîtures, on peut... non. Moi, je dirais plutôt sur 15. 10. Oui, mais c'est vrai qu'on peut bouger un petit peu. Ce qui fait que j'ai appris à devenir très très prudent à cause de Liancourt, notamment sur les directions de ces tuyaux, parce que quand on en a trouvé plein, il y avait des dizaines de bassins à Liancourt. C'était un parc en eau extraordinaire. C'est Liancourt dont tu nous parles. C'est Liancourt-les-Belles Eaux à côté de Creil. À côté de Creil, pas le Saint-Pierre à côté de chez nous. Non, ça saurait à la... Et quand on trouve une section de tuyau rectiligne, on peut très bien s'apercevoir que 10 mètres plus loin, mais à l'extérieur du sondage, il est en train de changer de direction, et donc on est prudent. Mais on peut tourner, mais pas de façon très brutale. Le problème, c'est qu'ici, cette canalisation, pour le moment, est parfaitement en ligne droite. Alors, je ne suis pas allé au-delà, mais alors, il reste possible, pour rebondir sur ce que vous disiez, que la canalisation fasse une courbe dans un sens ou dans l'autre et évite le château. Mais dans le cas où il faudrait aller chercher l'eau ici, se raccrocher sur la canalisation du bois de Morval, par exemple, ou aller au bassin de la Serre qui est là-haut, il aurait tourné bien plus tôt. Il ne serait pas sorti dans ce sens-là du bassin. Ça n'a pas de sens. L'hypothèse, pour le moment, qui tient le plus la route, c'est qu'il passe en ligne droite. Ces parcs et ces châteaux au XVIIe siècle sont des créations, sont des aménagements du territoire au sens actuel. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le parc et le château qui sont tracés, c'est tout le paysage autour. Et en général sur un axe directeur, qu'on sent très bien ici, et qui est représenté tout simplement par le centre exact des deux perrons, le centre exact de l'allée, du portail d'entrée, de l'allée cavalière, etc. C'est vraiment un tracé. Et le tuyau est exactement dessus. Et à propos de cette allée cavalière, quand on est dans le bois de Morval, il y a une construction au milieu de l'allée centrale que je prends pour une espèce d'octroi. Je me dis, est-ce que quand on passait par là et qu'on entrait dans le domaine, il fallait peut-être... Non, on est vraiment... non. L'accès économique du domaine n'est pas du tout là. Non. C'est parce que c'est cette petite construction et cette espèce de porte, quoi. Non, là, je ne sais pas vous répondre. J'avoue que je suis sec. Mais en tout cas, pour le moment, l'hypothèse, puisque l'eau ne semble pas venir du bassin de la Serre, qui n'a pas assez de contenance, et on ne voit pas comment il y aurait un bassin là-haut. Puisque ça ne semble pas pouvoir venir, ça ne vient pas du bassin long, ça veut dire que ce n'est pas à l'intérieur du parc qu'on a trouvé la réserve en eau. Il faut sortir du parc. Et à ce moment-là, le seul endroit où on aurait à la fois le volume nécessaire et le dénivelé nécessaire, c'est en haut du bois de Morval, là-haut. Alors, ça ferait quand même une vingtaine de mètres de dénivelé sur 1,3 km, ce qui est tout à fait possible. Il n'est pas possible de faire un sondage sur l'allée cavalière? Alors peut-être, mais l'hypothèse, c'est que la canalisation passe sous le château. Et comme le château a un entresol, et qu'il est en état, il est dans son état d'origine, ça veut dire que probablement,
la canalisation a été posée avant la construction du logis. Donc, le bassin appartient au système d'origine. Et le parc aussi. Et, donc, c'est très simple. Il suffit d'aller faire un trou dans les sous-sols. Non ? Bon, d'accord. Voilà. En tout cas, là-haut, il y a effectivement un très grand étang qui resserre probablement plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes. Et potentiellement, c'est lui le bassin réservoir pour les... Naturel ou artificiel? Alors, je ne sais pas. Difficile à dire. Probablement, de toute façon, la canalisation, le tracé de l'eau là est naturel. Ça peut être une source qu'on a aménagée, ça peut être un relief artificiel, ça peut être aussi un étang qui était là depuis très longtemps et qui a été retaillé. On sait de toute façon qu'il y a eu des travaux dessus au cours de l'histoire. Il y a eu des moments où ce bassin a été refait, repris, recuré, etc. Ça, c'est souvent, sur des éléments naturels comme ça, c'est souvent difficile à dater. Voilà où on en est. Il n'est pas du tout certain que le tracé de l'eau d'aujourd'hui soit le tracé de l'eau d'origine. Ça peut être un tracé récent. Pour le moment, moi j'imagine plutôt que c'est l'allée Cavalière qui sert ici. Et aujourd'hui, là, on y monte toujours, hein, qu'en sortie d'allée Cavalière, on est tout simplement une montée régulière jusque là-haut par cette canalisation enterrée. Là, on pourrait assez facilement aller voir, puisque ça ne dérange personne. Je pense que ça posera moins de problèmes qu'aller creuser dans le château. Voilà comment on a très fortement progressé en 2 ans sur la connaissance de ce parc. Et alors bien sûr, à la sortie de tout ça, il y a un rapport de fouille qui va être rendu, et puis il y a une publication, bien sûr, scientifique, qui sera faite, qui recyclera d'ailleurs une partie des documents que vous voyez là. Merci Jean-Louis Bernard, et je pense qu'on te réinvitera pour la deuxième partie de ce que tu nous as présenté. Voilà, parce qu'après, il y a ce qu'on appelle le cabin, et lui, il est là. Vous voyez, c'est... Pour d'autres conférences. Merci bien. Voilà. Oui. Oui, bien sûr, on a rebouché les tranchées. Questions, mais je crois qu'après, vous êtes un peu limité par... Je crois qu'il faut pour travailler votre Je vais moulin. reprendre quelques questions complémentaires. L'alimentation du moulin, ça ne marche pas. On ne s'amuse pas à faire tomber de l'eau sur une pale de moulin. Donc là, il y a un détail technique à revoir. Oui, c'est vrai, mais si l'eau passait par-dessus la roue, on aurait des traces d'ancrage, parce qu'il faut porter la canalisation suspendue, on aurait des traces d'ancrage dans le mur, et il n'y en a pas. Ça peut être une canalisation en bois. Moi j'ai vu ça dans le Jura, il y a un moulin qui marche comme ça, avec juste un truc en bois qui va juste au-dessus de la roue, et c'est des roues à godet, et c'est le poids de l'eau qui fait tourner la roue, et quand ça a actionné les marteaux pilons, ça a fonctionné jusqu'au... Mais en réalité, les deux techniques existent, hein. L'eau dessus et l'eau dessous. Jamais on la voit tomber sur les pales. Donc Si, il y a des cas. Ouais. Il y a des cas. La base d'eau sur les pales, elle est toujours... Alors, et je ne sais pas si c'est une roue à auger ou si c'est une roue à pale. On n'a pas l'information. Mais de toute façon, cette roue a une histoire moderne. C'est-à-dire qu'au début du 19e siècle, elle a servi à alimenter la batteuse qui se trouvait sur la ferme d'en haut, à 600 mètres à vol d'oiseau. Et elle faisait, donc elle tournait, elle entraînait une courroie en cuir qui était suspendue à plusieurs pylônes qui traversaient le parc et qui montaient jusqu'en haut sur la tour de la ferme, et il y avait la batteuse en dessous. Donc quoi, ils étaient quand même capables d'avoir une certaine puissance à ce moment-là avec cette roue. Oui. Bon, merci déjà. Vous avez eu la chance de fouiller quand même pas mal de beaux sites ces dernières années. Alors moi, je viens de l'Oise, alors je vais en profiter pour poser une question. Premièrement, par rapport à la toponymie qu'on peut voir un petit peu partout, là, Morval, le Vi, ou ça, j'ai vu Moulin du Vi ou du Oui, je ne sais pas comment vous le dites. Comment vous dites le petit cours d'eau qui est voisin du Vieux Rue,
L'Aubette. C'est Oui, mais l'Aubette. ça c'est le deuxième cours. Mais vous avez un tout petit affluent, vertical, nord-sud quasiment. Remontrez votre carte, si vous voulez. Non, attendez, je l'ai vu, le rue de la Défense. Non, remettez votre carte. Vous l'avez passé. Ah oui, n'importe laquelle va arriver. Regardez, vous avez la Nourotte. Ah oui, la Nourotte, oui. Alors, avec Noah en linguistique, le cours d'eau. Alors, il y a un site romain. Vous avez là. quand même beaucoup de points communs avec un petit territoire, j'en profite, hein, avec le territoire de Morienval, Morval, Morienval. Ouais. Et vous avez plusieurs affluents qui ont exactement le même nom et qui, à mon Ah avis, oui. se comportent d'ailleurs. Et je vous dis ça parce qu'on vient de sortir d'une étude d'1 an sur le territoire de Morienval. Ouais. Je pense qu'on aurait des choses à se dire. Ah oui, c'est intéressant. Et ouais. deuxièmement, est-ce qu'on peut imaginer, si l'alimentation en eau se fait en passant par le château, qu'on en ait profité pour alimenter quelques pièces du château en eau? Alors, on n'a pas de... On a le témoignage, sous Henri de l'Étourville, début 20e, d'installation de l'eau courante dans le château. Jusque-là, donc, ça semble dire que jusque-là, il n'y en a pas. D'accord. Voilà. Ça aurait été Oui. intéressant de se demander si, Tout puisque à c'est fait- pensé en même temps, Tout à fait possible. ouais. qu'on en ait profité pour alimenter, Mm. même ne serait-ce qu'une piscine, un bain, quelque chose. Et autre réflexion, c'est par rapport à des sites sur lesquels ça existait, mais vraisemblablement plutôt extrême fin 19e, donc beaucoup plus tard que ce que vous nous avez montré. Est-ce que des citernes placées dans des combles de communs peuvent servir de point relais à alimenter en eau le bassin ou autre? Oui, ça marche très bien. Il y a un grand exemple qui est les grandes écuries de Chantilly, que le duc d'Aumale a réaménagé en installant un bassin réservoir dans les combles du musée, de ce qui est aujourd'hui le musée du cheval, pour alimenter la fontaine et le bassin, que j'ai fouillé d'ailleurs, qui était à l'intérieur dans l'une des deux cours du musée des grandes écuries. Mais ça reste quand même des petits volumes. C'est compliqué. D'ailleurs, même au duc d'Aumale, qui avait des moyens gigantesques et des moyens technologiques, ça a posé quand même des problèmes techniques de fuite, etc. Aujourd'hui, c'est toujours visible, je crois bien, mais c'est totalement inactif et depuis extrêmement longtemps. Donc ça va, mais en gros, on monte une baignoire. On ne peut pas monter... voilà. Merci encore. Donc il faut aller sur place un jour, les journées du patrimoine, etc., puisque le site est régulièrement ouvert au public, et puis aller visiter.